que ceux qu'on pouvait passer. La présentation du jour qui va être faite par Steve Langlois de Rio Tinto, donc qui va consister à présenter les modélisations de design de cuves d'électrolyse d'aluminium avec une approche multiphysique. Donc quelques mots sur Steve Langlois, qui est docteur en génie électrochimique, qui a eu une carrière avec différentes étapes, 6 ans comme enseignant-chercheur à l'ENS Chimie de Rennes et l'ENS Électrochimie de Grenoble, qui a travaillé ensuite longuement en CEA 13 ans comme ingénieur modélisation, notamment sur les activités de plasturgie et en fonderie. Et puis depuis 12 ans maintenant, ingénieur modélisation chez Rio Tinto Aluminium, où il est le modèle owner des outils thermoélectriques. Voilà, donc on va basculer sur cette présentation multiphysique et je vais passer la parole à Steve Langlois afin qu'il puisse démarrer dans la foulée. Bienvenue Steve. Merci, merci. Bonjour à tous et merci à Anne 4 FEM pour leur invitation. Voilà, je vais vous présenter les travaux des équipes de modélisation de Rio Tinto Aluminium, notamment dans le process de design de cuves d'électrolyse de l'aluminium. Et ces outils sont très articulés donc, autour d'ANSYS. Comment ça marche? Zut. Voilà. Rio Tinto, donc je vais présenter Rio Tinto, c'est un groupe minier leader dans les domaines de l'aluminium, du cuivre et des diamants, du minerai de fer et puis de l'énergie et des minéraux tels le bore, le titanium. Le groupe Rio Tinto Aluminium, avec 10 000 employés, couvre toute la chaîne de fabrication d'aluminium pour ses donc, productions propres du Rio Tinto, mais aussi fournit des solutions éprouvées à d'autres usines clientes. Dans le détail, Rio Tinto Aluminium extrait 25% des besoins mondiaux en termes de bauxite. La bauxite est ensuite transformée en oxyde d'aluminium, l'alumine, et on produit 8 millions de tonnes par an. Et l'alumine est ensuite transformée par un procédé d'électrolyse à 1000 degrés en aluminium dans les usines d'électrolyse d'aluminium à hauteur de 4 millions de tonnes par an. Le savoir-faire qu'on a acquis donc, dans le domaine de l'électrolyse d'aluminium est dispensé sous la forme de solutions technologiques, sous le label AP Technologies, AP comme aluminium péchiné. Et nous les vendons à des clients pour l'installation d'usines, leur modélisation ou leur amélioration. Donc ces solutions, oula, j'ai du mal avec la souris, voilà. Ces solutions technologiques donc, sont déployées sur 25 sites dans le monde. Ça représente plus de 10 000 cuves d'électrolyse et une production donc, de 16% de la production mondiale de l'aluminium. Et elle est produite sous différents designs, AP18, AP30, AP40, AP60 et un design low énergie APXE pour des cuves qui opèrent entre 100 000 ampères et 640 000 ampères. 10 000 cuves qui opèrent à 4 volts en moyenne et 370 000 ampères, vous admettrez que l'énergie utilisée elle est considérable. Et c'est pourquoi on s'intéresse beaucoup au design low énergie et le design APXE a vu une consommation réduite de 20% de la consommation énergétique. Il y a 3 centres technologiques et de R&D qui assurent le support et la vente aux usines. En France, en Rhône-Alpes, donc à Saint-Jean-de-Maurienne et à Vorep. Au Canada, au Québec, dans la région du Saguenay. Et en Australie, à Brisbane. Donc retenez que la durée de vie d'une usine est bien supérieure à 50 ans et que la durée de vie d'une cuve est entre 5 et 6 ans. Aussi, donc, les équipes du Canada, de la France et de l'Australie, elles travaillent conjointement et avec les mêmes outils pour améliorer en continu la sécurité, les performances des cuves et pour réduire aussi la consommation énergétique.
Il importe que ces équipes intègrent donc forcément les mêmes données métiers, utilisent les mêmes pratiques, les mêmes processus de design et les mêmes modèles qui sont donc articulés en majorité autour de la suite ANSYS. Mais d'abord, on va s'intéresser donc aux valeurs clés de l'électrolyse. On a globalement 5 valeurs clés. La stabilité des cuves, c'est-à-dire leur opérabilité et la sécurité. Des cuves instables sont relativement non sécures. Et il faut admettre une sécurité d'opérabilité 24 heures sur 24 en continu, 365 jours par an. On s'intéresse à la performance des cuves, c'est-à-dire à leur productivité au rendement Faraday, et aussi à réduire leur consommation énergétique. On s'intéresse à la durée de vie des cuves et donc à leur robustesse, et enfin à leur flexibilité, puisque les cuves peuvent opérer avec des fluctuations d'énergie liées au réseau, liées aux contrats d'énergie, voire aux incidents. Donc les modèles sont chaînés entre eux, ils sont tous cohérents et multiphysiques articulés autour d'ANSYS. Si on regarde une cuve d'électrolyse au centre de l'image, vous voyez ma souris, j'espère. Le courant arrive de la cuve précédente par ses montées en orange, traverse le cadre anodique où il y a toutes les différentes tiges et distribue de manière homogène le courant aux anodes. Sous les anodes, il y a l'électrolyte qui est un bain de cryolite fluoré, puis le courant traverse le métal liquide et rejoint les barres en périphérie du caisson et réalimente la cuve suivante. Donc, à ces intensités de 600 mA, avec tout le voisinage des cuves autour, et le caisson est en fer, il va s'aimanter, donc il y a une problématique de magnétisme et de magnétohydrodynamique à bien considérer. Et on voit que la nappe métal à 1000 degrés, donc on va avoir des tourbillons dans le centre de la cuve, le métal va être en mouvement, le bas aussi, l'électrolyte. Il va y avoir deux grands tourbillons au centre de la cuve, et on va avoir aussi donc la nappe de métal qui va se déformer. Retenez qu'une cuve en longueur c'est 20 mètres, en largeur 5 mètres, la hauteur du métal c'est environ 20 cm, et le bain où on injecte l'alumine c'est environ 3 cm de hauteur entre les anodes et le métal liquide. Donc on s'intéresse aux effets magnétohydrodynamiques et aussi aux effets thermoélectriques. Le bain est la principale résistance de la cuve, donc c'est celui qui va générer le plus d'effet Joule. Et donc tout cet effet Joule va être dissipé au bord de la cuve. Et avec les effets couplés thermoélectriques et MHD, on va s'intéresser justement à déterminer les hotspots en température autour du caisson par exemple. Et on va essayer donc de les minimiser ou de les annuler. Dans ce cas-là, on a des hotspots sur les coins monts et sur les têtes de cuve. Forcément, ces cuves sont ventilées, c'est-à-dire qu'on a un réseau de bus tout autour de la cuve qui va nous servir à refroidir les parois du caisson. Et avec des outils de CFD, on va simuler ceci, on va en tirer dans cet exemple-là les coefficients d'échange à, à imposer sur les parois des cuves. Sur l'alumine, au milieu de la cuve, on a un canal central et on va injecter l'alumine par des doseurs piqueurs. Et donc on simule l'injection de l'alumine dans ces trous et leur répartition ensuite à l'intérieur de la cuve qu'on espère le plus homogène possible pour avoir une production uniforme de l'aluminium tout autour de la cuve. Et donc, bien entendu, donc avec les résultats de magnétohydrodynamique et thermoélectrique, on va donner les cas de chargement pour réaliser les calculs thermomécaniques du caisson, donc avoir les déformations pour le caisson et aussi pour le cadre anodique, pour tous les éléments structurants de la cuve. Donc on voit bien que c'est tout un ensemble de multiphysique, d'électrochimie, de chimie, de thermodynamique
etc., et de physique à bien relier et à rendre cohérent sur toute la chaîne de décision et de processus de design. Maintenant, on va s'intéresser plus en détail à la robustesse des cuves. Donc, le courant arrive par les anodes, traverse les tiges, traverse les anodes en carbone qui vont se consommer au cours du temps, hein, et donc le processus d'électrolyse de l'alumine vers l'aluminium génère beaucoup de CO2, notre empreinte carbone est non négligeable. Le courant va traverser ce bain où l'effet Joule est maximum et donc va mettre sous forme liquide donc le bain et l'aluminium, et le courant va traverser le bloc cathodique et partir vers la cuve suivante via des barres. Au-dessus, donc, on a une croûte de bain solidifié qui vient se former et les gaz CO2 vont être captés et envoyés vers un centre de traitement de gaz, et on va récupérer donc le fluor pour les réinjecter dans l'alumine fluorée ici. Ce qui nous importe pour la robustesse, c'est la robustesse, la durée de vie donc de tout le brasquage qu'il y a autour, le creuset hein, qui est autour de cet aluminium et de ce bain. Et ce qui nous importe, c'est que le bain se solidifie tout autour, sur tous les contours, sous la forme de ce qu'on appelle un talus, c'est du bain solidifié, qui va présenter donc une protection du brasquage. Le brasquage, globalement, c'est des matériaux isolants et des briques réfractaires, hein, globalement. Donc on utilise différents outils qui sont de prototypage rapide, quelques secondes, quelques heures ou quelques jours, et notamment donc notre outil ACD. L'ACD, c'est la distance entre l'anode et le métal liquide, hein, quelques centimètres, 3-4 centimètres, et on va définir les points d'opération, c'est-à-dire soit les cibles du design, soit l'opération courante dans les usines. On va avoir des outils de MHD de stabilité et d'équilibrage électrique des busbars tout autour de la cuve, aussi en prototypage rapide. Et tous ces outils donc, sont partagés entre les différents sites et avec les usines et les consultants dans les usines. Donc c'est utilisé à la fois pour le design de la cuve, mais aussi pour le suivi des cuves et des familles de cuves dans les usines. Ensuite, on a un deuxième modèle qu'on appelle le modèle thermoélectrique tranche, qui lui va nous prédire justement donc la protection de talus qu'il y a sur les cuves et leur robustesse. Et en même temps, on va définir donc les ranges d'opération de ces cuves sous forme de fenêtres d'opération qui nous permettent de définir la flexibilité de ces cuves. Et enfin, je vais vous présenter le modèle global MHDTE dans la suite. Voilà, donc le modèle tranche thermoélectrique, il est présenté ici. On voit la cartographie de température. Donc les températures maximum sont dans le bain et dans le métal ici. On a le brasquage qui est tout autour. Et donc on voit qu'on a des pics de température le long du caisson. Donc c'est l'endroit où on va refroidir par ventilation avec des buses. Et donc grâce à cet outil-là, on détermine donc, les cartographies de température, mais aussi donc, la dissipation sur les différentes parties de la cuve. Ce qui nous importe, donc, c'est la protection du talus, hein, c'est du bain solidifié. Et donc, on utilise une méthode de front tracking, hein, de déformation de maillage, pour aller isoler ce front à la température du liquidus. Et donc, on utilise en APDL une méthode de gradient d'adaptation de maillage pour ajuster, donc qui relaxer et qui nous va nous fournir ce profil. Et les matériaux qu'on utilise sont thermodépendants. On met aussi de la turbulence et du rayonnement dans les liquides, hein. Le bain est un milieu semi-transparent. Et donc, c'est globalement de la résolution non linéaire. Et ce qu'on fait, c'est pour donc améliorer la résolution des matrices, on fait du refinement de maillage
qui dépend donc des dimensions et des conductivités thermiques. Donc globalement, ça respecte un peu la CFL. Ça revient à faire un mailleur de poisson. Et donc, on détermine les fenêtres d'opération qui relèvent de différents critères techniques métiers. Donc, sachez que le code APDL, c'est globalement 8000 lignes, et on a 2000 lignes simplement pour le post-processing, où on injecte tous nos critères de qualification métier dans le post-processing. Donc, bien entendu, les modèles sont calés et checkés avec les mesures qu'on fait sur des cuves prototypes. Et donc, c'est un même modèle qui est utilisé partout, sur toutes les technologies de cuve et par tous les sites et les modélisateurs de Rio Tinto. Là, donc, je présente une fenêtre d'opération autour de 400 000 ampères. On a des limites froides, on a des limites chaudes, on a des limites de stabilité magnétique, et donc on fait opérer les cuves au milieu de ces fenêtres d'opération. C'est les cibles idéales d'opération de ces cuves. Voilà. Donc le modèle MHD-TE, c'est une extension d'une tranche. Jusqu'à présent, donc, dans le modèle de tranche autour d'M6, on représente une tranche moyenne de la cuve, et là on va l'étendre via M6, par les outils de géométrie et de maillage, à toute la cuve. Donc c'est des modèles qui sont développés en partenariat avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et avec Icor System à Sierre en Suisse. Donc c'est une extension 3D complète du modèle tranche, mais on intègre l'AMHD, c'est-à-dire que vous avez une cuve qui est située dans différents halls d'une usine avec des cuves voisines. On va tenir compte du champ magnétique et champ électrique de tout l'environnement pour aller calculer le champ magnétique de la cuve. À partir de ce champ magnétique, il va y avoir mise en mouvement du métal. On revoit donc là les deux grands tourbillons qu'on a dans la cuve, mais aussi toutes les petites fluctuations de tourbillons, de turbulences qu'il y a autour du canal central. On voit que les vitesses sont maximum sur les têtes de la cuve et dans les coins amont, globalement entre 10 et 20 cm/s selon les technologies. L'intérêt qu'on a eu à utiliser aussi le mailleur d'ANSYS, c'est de respecter, donc globalement c'est 10 millions de mailles, 18 millions de mailles, ça peut monter jusqu'à 40 millions dans nos derniers essais. On essaye de respecter la CFL, c'est-à-dire que le conditionnement des matrices, c'est notre préoccupation principale. La meilleure matrice, c'est la matrice identité. Et donc, on essaye globalement d'avoir un mailleur de poisson avec un maillage très très fin au bord, justement pour pouvoir bien ajuster la solidification du bain sous forme de talus. Donc en bleu, c'est la protection du talus tout autour de la cuve. Et ce qu'on veut, c'est avoir une protection de talus relativement uniforme partout tout autour de la cuve. Et donc on la relie bien entendu avec des mesures qu'on réalise sur cuve. Pour Navier-Stokes, Navier-Stokes inclut la partie de solidification, mais aussi donc des D-flows sous forme de turbulence. Voilà, donc globalement cet outil-là nous donne la robustesse locale et les points chauds de la cuve, et ça nous permet d'ajuster le design de la cuve selon les endroits, d'améliorer la ventilation de la cuve à d'autres endroits, voire faire de la surventilation. Et donc ils sont très couplés, donc forcément les résultats thermiques servent de chargement aux outils thermomécaniques de modélisation du caisson. Et puis aussi donc aux études de ventilation qu'il y a autour des cuves et dans les halls d'électrolyse d'aluminium. Nos principaux travaux en cours, donc c'est toujours d'améliorer le couplage entre tous ces outils. C'est essentiel pour un process complet de design. Et nos efforts R&D portent particulièrement sur le suivi des opérations et ce qu'on appelle la modulation de puissance. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les usines sont partie prenante des grilles d'énergie, et donc on s'intéresse par exemple aux effets transitoires,
pour ajuster la ventilation des cuves aux variations d'ampérage qu'on pourrait avoir sur la cuve. Et là, je remercie particulièrement KETFEM et les équipes de Lyon aussi, de Suisse et même de Hambourg, qui m'ont aidé à développer cette partie-là. Et on voit que là, par exemple, quand on arrête la ventilation d'une cuve, la température du caisson augmente de 60 degrés, et dès qu'on remet en marche la ventilation, elle retrouve son point initial, et on est globalement bien ajusté avec les mesures faites par des thermocouples sur les cuves. Et notre deuxième point d'intérêt sur la R&D, c'est les futurs smelters, les futures usines d'aluminium vert. Donc là, il s'agit d'éliminer complètement notre empreinte carbone, hein, et grâce à des anodes inertes qui vont remplacer les anodes de carbone, on produira de l'oxygène pur. Donc Rio Tinto et Alcoa, donc le grand groupe d'aluminium américain, travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années et se sont associés pour créer la société Elysis, et sur lequel a rejoint aussi Apple et les gouvernements canadiens et du Québec pour favoriser cette nouvelle technologie qui devrait être déployée vers 2024. Ops. Donc, merci à tous. Je voudrais remercier donc ANSYS, CADFEM et puis nos partenaires principaux, notamment sur leur implication dans ces nouvelles directions de l'aluminium vert. Vous pouvez trouver des informations sur ces deux sites-là et puis m'envoyer des mails à cette adresse-là. Merci à tous et j'espère que ça vous a intéressé. Merci beaucoup Steve pour cette présentation. Merci aussi euh, aux équipes 4M là, qui ont pu te supporter sur les sites suisses, français et allemands. Alors, il y a quelques questions. On va démarrer session questions-réponses. Dans quelle mesure et quand utilisez-vous ANSYS Workbench? Alors, ANSYS Workbench, on l'utilise notamment pour toutes les études thermomécaniques, hein, et on l'utilise aussi pour mettre pour toute nouveauté, hein, donc tout design, je dirais one shot, c'est-à-dire dont on fera l'étude une fois, on va utiliser Workbench principalement, hein. Donc par exemple, oui, les études thermomécaniques sur des caissons, sur les cadres, hein, qui supportent tout le poids des anodes, donc c'est plusieurs tonnes, hein, et donc là on va utiliser principalement Workbench. Sur les aspects thermoélectriques, on reste. Globalement, les géométries sont relativement simples. On veut surtout que la composante métier soit très intégrée et que les manières de faire soient relativement univoques. Donc on préfère pour l'instant APDL, mais on intègre malgré tout dans la PDL des, euh, des, des géométries issues de Workbench, bien entendu. Ok. Quelles sont les priorités pour le développement, donc SSIMU chez Rio Tinto? Les priorités, excuse-moi. Les priorités pour le développement. Les priorités pour le développement, On l'a vu un petit peu ouais, sur on IDC. l'a vu en termes de projet, hein, c'est essentiellement donc le suivi des opérations, c'est-à-dire que nos outils sont relativement stationnaires, et donc là, on, on travaille beaucoup pour être bien au fait de tous les événements transitoires qui apparaissent, hein, et donc pour avoir un suivi encore plus précis des cuves. Et puis c'est bien entendu, hein, l'aluminium vert, c'est-à-dire éliminer complètement notre empreinte carbone. Et, euh, et donc aussi, donc là par exemple dans les outils de CFD, donc on prend en compte maintenant les aspects MHD, mais aussi la génération des bulles, hein. On voit que c'est soit du CO2, soit de l'O2, et il peut y avoir localement des impacts liés à cette génération de bulles, de gaz donc, et on considère maintenant aussi ces effets-là. Ok. Alors, une question plus de mon côté qui pourra d'ailleurs intéresser Tanguy Dufour de Total Linux. Ce serait de savoir quels sont les moyens de calcul
qui ont été utilisés côté modélisation et utilisation du modèle sur les différentes physiques qui ont été couplées entre elles. Donc, tous les ingénieurs sont équipés de stations de travail, hein. Globalement, donc on a 8 cœurs et plus de 100 gigaoctets par station. Et globalement, et on a aussi un gros cluster Linux de calcul, hein. Et là, on a à peu près 200 cœurs. On a environ 5 Tera de capacité mémoire. Et voilà nos capacités pour l'instant sur lesquelles on travaille. Bien entendu, je vous dis, on travaille beaucoup sur les aspects mathématiques et de conditionnement de matrice pour la parallélisation, forcément, hein. Mais ce qui nous importe d'abord, c'est de gagner du temps sur avoir des matrices très très bien conditionnées. Parce que quand vous passez de 100 000 mâles à 10 millions et ensuite on vise bientôt beaucoup plus, il faut que tous ces conditionneurs et ces méthodes de résolution soient toujours alignés. Ouais. Alors, on est bien d'accord, c'est pas simplement la force brute au niveau hardware, mais ça passe avant tout sur une bonne modélisation pour optimiser les ressources qui forcément sont limitées. Donc, c'est vraiment Voilà. la conjonction des deux compétences qui a Mais été je faite. retiens les offres de Total Linux, là. Donc, Bon, éventuellement. voilà, vous mettre en relation. C'est le but de ces conférences, de ces forums, c'est pouvoir mettre en relation les partenaires potentiels. Alors c'est sûr, cette année, le contexte est un petit peu particulier. On aurait préféré 1000 fois le faire en présentiel et donner l'opportunité là de se rencontrer à l'occasion d'une pause, d'un apéritif, et de pouvoir discuter de vive voix. Ce sera le cas l'année prochaine, on y reviendra. Mais là, au moins, vous avez la possibilité de pouvoir comprendre un petit peu qui fait quoi dans cet écosystème et pouvoir vous mettre en relation par la suite. Donc merci